Salut les fous du volant, on est ravis de vous retrouver après le Grand Prix des États-Unis sur le circuit d'Austin au Texas, un week-end de sprint riche avec notamment un double abandon pour les McLaren lors du sprint samedi et surtout une double victoire pour Max Verstappen samedi et dimanche. Et pour m'accompagner aujourd'hui, t'as pas ramené ton chapeau texan, Julien Pereira? Non, je préfère le laisser à la maison. Dommage, je suis persuadé que ça te va très bien. Non, ça tirait mieux à toi, je pense. On va s'intéresser à la façon et même aux façons que Red Bull a de déstabiliser McLaren. On sent que ça monte de petit à petit, de plus en plus dans cette saison 2025 avec ces 2 victoires en plus de Max Verstappen, ce score parfait de 33 points sur l'ensemble du week-end. Vous allez voir qu'on fait feu de tout bois du côté de l'équipe autrichienne. On parlera aussi d'Oscar Piastri, l'ombre de lui-même du côté d'Austin. On essaiera de comprendre d'où vient le problème pour l'Australien. Et c'est pas simple. Et puis on évoquera Ferrari, qui a signé un des meilleurs week-ends de la saison pour la Scuderia, qui revient sur les talons de Mercedes au classement des constructeurs. Mais est-ce qu'on a véritablement repris la main chez Ferrari, ou bien est-ce que c'est un mirage texan? On en parlera. On commence donc avec cette campagne de déstabilisation de la part de Red Bull aux dépens de McLaren. Alors, c'est un peu tous azimuts, Julien. Ça part évidemment du niveau sportif. On va s'intéresser essentiellement à ça. Mais alors, on a vu que ça va se loger dans des détails complètement fous. On va vous expliquer cette anecdote avec un mécanicien de chez Red Bull qui est allé essayer d'arracher un morceau de scotch sur le mur de la ligne droite. On se dit, mais n'importe quoi. Si, ça fait partie des petits éléments dans lesquels on est en train d'essayer de mettre en difficulté McLaren. Si on parle d'abord, ce qui nous intéresse le plus quand même, sur le plan sportif, Julien, la déstabilisation, elle est quand même déjà très très bien lancée. Oui, c'est 90% du boulot, le sportif quand même. C'est la course avant tout. Et sur ce plan-là, ça fait quand même 5 week-ends où on se dit le dimanche soir, Verstappen a fait le maximum. Ouais. Il ne pouvait pas faire mieux. Alors, il ne gagne pas tout le temps parce qu'il y a encore des limites sur le plan de la performance. En tout cas, lui, il est absolument irréprochable, que ce soit le samedi en qualification ou en sprint, en l'occurrence, comme c'était le cas à Austin, et le dimanche, où vraiment il fait du Verstappen sauce 2023. Ouais, exactement. Il est capable de s'échapper, il est capable d'avoir un rythme impeccable. En qualification, il faut quand même le rappeler, ce week-end, tout ne s'est pas bien passé en termes d'exécution pour Red Bull, parce qu'il n'a pas pu faire de deuxième tour. Et malgré ça, il avait été tellement fort sur son premier tour qu'il n'a pas été inquiété. Donc oui, lui, Verstappen, il est totalement en ligne avec ce qu'il veut, c'est-à-dire mettre la pression absolue. Il dit quand même à la fin du sprint que la voiture va pas bien. Donc il met déjà quelque part en alerte toute la cellule Hamilton Keynes qui a travaillé toute la nuit pour essayer de trouver des solutions pour le dimanche. Et ça se traduit mathématiquement, parce que c'est ça qui compte, sur les Grands Prix là, depuis la reprise, donc depuis les Pays-Bas. Max Verstappen a inscrit 119 points. George Russell est le deuxième dans ce classement de la deuxième partie de saison avec 80 points. Lando Norris, 57. Oscar Piastri, 62. Enfin, on est quasiment à la moitié des points inscrits par le leader du championnat par rapport à Max Verstappen. Et ça découle aussi sur quelque chose... Souvenez-vous, cet été, Verstappen disait le titre oublié, c'est ridicule d'en parler. Là, on est sur une toute autre communication. On va aussi en parler de la communication d'ailleurs, mais là, il assume clairement. Il dit oui, je vais tout faire pour aller le chercher. Et si vous aviez dit que je finirais dans cette position à quelques courses de la fin de la saison, il y a encore 2 mois en arrière, je vous aurais pris pour un idiot. Il se trouve que maintenant, il est en position de disputer le titre. Là, on sent bien qu'il y a eu un switch chez Red Bull et qu'on se dit il faut continuer dans cet axe-là, continuer à mettre la pression. Il y a eu une période où ça servait à rien de dire qu'on y croyait. Moi, je suis persuadé que Max Verstappen, à aucun moment, il se dit j'ai aucune chance de gagner le titre. C'est un tueur, et je dis ça dans le bon sens du terme. À aucun moment, il va switcher et se dire on verra l'année prochaine. Il donnera toujours tout ce qu'il a. Ça, voilà. Mais là, maintenant, il y a une vraie... Il y a une vraie utilité à mettre la pression sur McLaren. Moi, je vais te dire, là, pour Halloween,
moi je suis responsable RH chez Halloween, chez McLaren pour Halloween, c'est pas des citrouilles que je mets dans les ateliers. Hein. C'est des citrouilles, mais avec la tête de Max Verstappen. Et je suis sûr que là, tu fais ton effet et que ça va sursauter dans les couloirs. Un orange en citrouille, en plus. C'est pas mal. Ouais, c'est exactement. Alors, ça, c'était pour le côté, donc on l'a dit, mathématique. Ça débouche sur la communication. Et il y en a un qui est très fort, qui adore ce genre de jeu, c'est Helmut Marko. Ah bah oui, c'est le maître S dans cette spécialité-là. Il l'a redit encore, et tout le week-end d'ailleurs, il se montrait un petit peu partout. Il a un petit peu ses canaux favoris. Là, il l'a redit, ils sont sous pression, nous les rendons nerveux et ça semble fonctionner. Et bah, c'est difficile de le contredire sur ce plan-là, parce que des fois, il dit des choses, mais on n'est pas forcément d'accord avec lui. Ouais. Là, sur ce plan, oui, il a raison. C'est plus un constat. C'est plus un constat qu'une pique, finalement. Alors, on va revenir maintenant sur cette histoire. Là, on a parlé donc sportif, communication. Presque là, j'ai envie de dire, pas tricherie, mais roublardise. Oui. Je ne sais pas quel terme on peut employer. On vous explique, je ne sais pas si vous avez suivi un peu ce qui s'est passé. Red Bull a pris $50 000 d'amende parce qu'un de ses mécaniciens n'a pas obtempéré aux consignes d'un des commissaires au moment du lancement du tour de formation, dimanche matin. Il y a un mécanicien qui est resté collé sur le mur qui sépare donc les stands de la grille de départ. Et donc, il n'a pas obéi au commissaire qui lui demandait de repasser derrière le mur. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il essayait de décoller un morceau de scotch qui était posé sur ce mur. Jap, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il faisait là, ce morceau de scotch ? Alors en fait, ce morceau de scotch, il n'est pas simplement utilisé par Norris, il est utilisé par d'autres pilotes, mais simplement avec les voitures actuelles, les roues très volumineuses, les pilotes ont rencontré parfois des problèmes de visibilité pour se placer sur la grille de départ. Et Norris avait déjà été pénalisé pour ça d'ailleurs, il y a quelques mois. Et donc ils ont trouvé un système très simple, un ruban adhésif collé sur le mur, sur la grille, qui sert de repère visuel. De repère, voilà. Pour bien placer sa voiture sur la grille de départ et éviter une éventuelle pénalité. Il se trouve que depuis plusieurs courses, on l'a découvert ce week-end, Red Bull cherche à interférer avec ce repère visuel et parfois même à l'arracher. Alors, précision, c'est important ce que tu vas dire là. Le règlement 1 n'interdit pas de placer ce repère visuel, mais 2, il n'interdit pas non plus de l'arracher. En fait, il y a une zone grise, une zone même noire dans le règlement, c'est qu'on n'a pas pris ça en compte. Vous pouvez très bien faire une marque à la craie, mettre un morceau de scotch pour que votre pilote, quand il arrive, hop, il le repère, voilà, je suis au bon endroit. Parce qu'on comprend bien que chaque centimètre est important, mais que si vous faites 1 centimètre de trop, vous vous faites pénaliser. Et donc, ce mécanicien de chez Red Bull, il a essayé d'arracher le morceau de scotch. De ce qu'on a compris, c'est déjà arrivé sur un des Grands Prix précédents cette saison. Du coup, McLaren a changé de scotch et a pris un truc qui tient plus. Et a même mis un mécanicien qui servirait presque de vigile devant ce morceau de scotch. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut bien évacuer la grille. Voilà. Et que celui de Red Bull a cherché à rester le plus longtemps possible pour pouvoir l'arracher. Alors. C'est fou parce qu'on ne sait pas comment prendre le problème. Non, mais il y a évidemment que c'est pas très fair-play. Est-ce qu'il faut en faire tout un plat ? Moi, je trouve que ça fait partie du jeu. La Formule 1, c'est ça, c'est l'excellence de la performance, de la technologie, dans une cour d'école finalement. Et moi, je préfère voir ces choses-là qui sont rigolotes, on peut le dire, plutôt que des choses qui sont plus lisses. On en a beaucoup parlé avec le duel chez McLaren. C'est pour ça que j'emploie le mot roublardise. Et Laurent Mekies, le patron de Red Bull, a dit je pense qu'il s'agit probablement d'un malentendu. Je ne suis pas convaincu que Laurent Mekies, il en soit à dire à ses mécaniciens allez me décrocher ce morceau de scotch. Non, et en plus, ce qui est drôle dans cet aspect-là, c'est que avant, il y avait Christian Horner qui, lui, était totalement dans ce jeu-là aussi. Ouais. Là, c'est marrant, c'est que cet aspect-là fait partie de la Formule 1, mais il est vraiment ancré dans l'ADN Red Bull. Red Bull a toujours cherché la petite bête. Et là, donc, on a toute l'armée Red Bull qui se met en place pour déstabiliser McLaren. Et puis, on a un nouveau directeur d'écurie qui est Laurent Mekies, qui, lui, est beaucoup plus lisse et qui fait un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Et je trouve ça intéressant dans la stratégie maintenant de
déstabilisation, pardon, d'avoir quelqu'un qui est complètement droit, complètement lisse. Puis il fait propre sur lui, alors que Christian Horner, on se dit, Oui, et Christian Horner, il en serait tout à fait capable. Bon, je dis pas que Laurent Mekies en est pas capable, hein, honnêtement. On l'a déjà eu dans les fous du volant. Je ne crois pas qu'on le protège parce qu'il est français. Hein, on ne pose pas nos passeports là sur le pupitre. Mais c'est pas son personnalité. Bon, bref, en tout cas, voilà, vous connaissez l'histoire. Faites-vous votre opinion avec ça. Mais voilà jusqu'où on en est, quoi. On va s'amuser à essayer de décrocher le morceau de scotch pour éventuellement essayer peut-être de le déplacer un peu, parce que alors là, c'est machiavélique. Hein, là, ça devient complètement fou. Et ça marche, parce que la fébrilité. On va en parler avec notamment Oscar Piastri, mais elle atteint aussi maintenant les couches dirigeantes et la plus haute couche dirigeante de chez McLaren avec un Zak Brown, accrochage au premier tour de la course sprint, il tombe sur Nico Hülkenberg pour après voir les images plus tard et s'excuser le lendemain. C'est pas la meilleure façon de stabiliser son équipe. À ce moment-là, on attend avant de s'exprimer et on fait une réponse plutôt diplomatique et on dit on verra les images. Il n'y a plus de sérénité, tout simplement. Ouais. Et ça se voit aussi dans les déclarations d'Andrea Stella, où on voit qu'on reparle de la saison 2007. Est-ce qu'il va falloir remettre en place des consignes d'équipe ? Ça, c'est une option qu'on n'a pas totalement écartée chez McLaren. En tout cas, on ne l'écarte plus. Donc oui, on voit que ça manque de sérénité et que McLaren est un petit peu pris à son propre piège entre est-ce qu'il faut faire des choix, est-ce qu'il faut continuer comme ça, mais si on continue comme ça, vu ce qui se passe depuis quelques Grands Prix, ça risque d'être très très dangereux. Donc ça fonctionne. Et je rappelle l'histoire pour dédommager Oscar Piastri de ce qui s'est passé à Singapour, on lui a donné la priorité de choisir son ordre de passage dans les séances de qualif. Enfin, ça devient vraiment très très compliqué. Et alors, il y a une statistique qui pourrait être rassurante pour McLaren, c'est que même si Max Verstappen remporte les 5 derniers Grands Prix de la saison et les 2 courses sprint, il ne pourrait pas être champion si Oscar Piastri terminait 2e. À ce moment-là, même avec 3 points d'avance, Oscar Piastri remporterait le championnat. Donc on se dit, la statistique, elle est rassurante pour McLaren. Mais on s'est dit la même chose en préparant l'émission, Jap. En fait, ça paraît plus plausible que Max Verstappen remporte les 5 derniers Grands Prix et les 2 dernières courses sprint que Piastri termine 2e à chaque fois. Parce que Piastri, en ce moment, il n'y arrive pas à terminer 2e. C'est très très compliqué pour Oscar Piastri. C'est son plus mauvais week-end à la régulière, parce qu'évidemment, il y avait eu cet abandon en Azerbaïdjan depuis le Grand Prix d'Australie qui était complètement fou. Donc oui, il y a une vraie difficulté pour Piastri et on ne peut pas ne pas reprocher à Piastri ce qu'on a reproché à Norris en début de saison, à savoir que mentalement, psychologiquement, il n'est peut-être pas si fort qu'on l'imaginait. Alors certes, il a peut-être plus de circonstances atténuantes parce qu'il est plus jeune déjà, parce que ça fait moins longtemps qu'il est en Formule 1 et encore moins longtemps qu'il est chez McLaren par rapport à Norris. Mais est-ce qu'il est déjà construit comme un champion du monde, ou en tout cas un champion du monde en puissance ? Là, il y a un vrai doute depuis plusieurs semaines. Et en fait, voilà, ça découle. Ce sujet-là découle directement du premier. D'où vient le problème, alors, pour Oscar Piastri, qui a fait, vous le voyez, son pire résultat hors abandon. Évidemment, on exclut la course de Bakou depuis le premier Grand Prix en Australie. Rappelez-vous, il était sorti de la piste au moment où il s'était mis à pleuvoir. Il avait terminé en 9e position. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. L'ensemble du week-end a été, j'allais dire catastrophique, le mot est peut-être un peu fort. En tout cas, vraiment, dans la difficulté, dans l'ombre de Lando Norris. Si on reprend toutes les séances, Oscar Piastri, première séance d'essai libre, il signe le 3e temps, mais il est à 290 millièmes de Lando Norris, presque 3 dixièmes. C'est beaucoup à leur échelle. C'est énorme. La qualif sprint, 3e de nouveau à 309 millièmes de Lando Norris, qui lui est 2e. Il y a toujours ce gap-là de 3 dixièmes. En sprint, les 2 hommes ont abandonné au premier virage. La qualif du Grand Prix, 6e temps, 6e pour Oscar Piastri, 283 millièmes de Lando Norris qui est 2e. Il y a toujours en fait ce gap de 3 dixièmes qui est entre les 2 hommes. Et j'ai essayé d'extrapoler, ça vaut ce que ça vaut. Mais donc en course, Oscar Piastri termine 5e. À 13 secondes 7 de Lando Norris. Si tu extrapoles, ça fait une moyenne de 2 dixièmes perdus, 2 dixièmes et demi perdus par tour. Bon, alors après, est-ce que le dernier tour a été un fait un peu sur le relâchement pour Lando Norris ?
Voilà, c'est juste pour dire que Oui, puis en termes Oscar de rythme, il y a Piastri- même des tours où l'écart était beaucoup plus grand. Ouais, ouais. Il y avait que presque plus de Je 5 crois qu'il y a, dixièmes. Donc, sur le meilleur tour en course chacun. de Norris et de Piastri, il y a 9 dixièmes d'écart. C'est colossal. C'est complètement fou. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Déjà, peut-être le bilan. Là, on a parlé des chiffres séance par séance. Les points aussi commencent à être vraiment alarmants pour Piastri sur les derniers Grands Prix, Jap. Oui, parce qu'il n'est même pas dans le top 3 des pilotes qui ont pris le plus de points depuis 4 Grands Prix, et il est même 5e derrière un pilote comme Charles Leclerc, par exemple, qui n'a absolument pas le même matériel que lui. Loin derrière George Russell, on peut détailler, Max Verstappen, c'est 101 points, c'est assez énorme. Russell, 68, Norris, 57, Leclerc, 41 et Piastri, 37. C'est un tout petit rythme, mais ce n'est pas un rythme de champion du monde. Alors, les problèmes on commence peut-être par on va dire, le matériel. Est-ce qu'il y a un problème avec la voiture? Il a parlé de manque de confiance. On sait que depuis le Canada, on a amené des petites modifications sur le train avant de la McLaren, et ce qui a permis sans doute à Lando Norris de retrouver un petit peu de feeling dont il manquait en début de saison. Et Piastri n'a pas été convaincu par ces modifications. Il roule régulièrement avec un train avant qui est celui du début de la saison. Est-ce qu'à un moment, il va falloir switcher? Et est-ce que c'est le moment là de switcher alors qu'on rentre dans la dernière ligne droite? Compliqué? C'est compliqué parce qu'on a aussi un pilote qui est affecté psychologiquement, qui n'est justement pas en pleine confiance. Et c'est d'ailleurs ce que Andrea Stella dit ce week-end, c'est que globalement, le Grand Prix du dimanche, il a réuni plusieurs conditions qui sont très très compliquées pour les pilotes. Il y avait la chaleur, il y avait du vent, il y avait les fameuses bosses d'Austin. Et pour pouvoir performer dans ces conditions-là, il faut aller à la limite. Et pour aller à la limite, il faut être en totale confiance. Et on est à peu près sûr, même si c'est beaucoup plus difficile à matérialiser, que Oscar Piastri n'est absolument pas dans un état de confiance optimal. Ça, je suis sûr qu'en interne, chez McLaren, en comparant les courbes de Lando Norris et de Oscar Piastri, ça doit sauter aux yeux bien sûr, sur des ingénieurs. zones de freinage. Là, vraiment, le néophyte n'y verrait rien. Les ingénieurs, eux, ils vous lisent ça vraiment. Et donc, ce problème de confiance, il est manifeste, clairement, et il est vraiment problématique maintenant pour Oscar Piastri. Et moi, je pense qu'il y a 2 pans là-dessus. C'est, sa confiance personnelle en tant que pilote. Je pense qu'il a beaucoup perdu. Il a perdu beaucoup plus que de gros points en Azerbaïdjan, parce que ça a vraiment marqué une cassure dans sa régularité en tant que pilote. Et je pense aussi qu'il y a ce sentiment qui dure depuis Monza et la fameuse inversion de position, Et qui s'est renforcé à Singapour. qui s'est renforcé quasiment toutes les semaines, enfin en tout cas à chaque Grand Prix. Je ne sais pas s'il y a un sentiment légitime, mais je pense qu'il, dans Lui, sa il tête, le ressent, il lui, il le estime ressent que clairement. Norris est favorisé. Et je pense que ça le ronge vraiment de l'intérieur en tant que pilote. Alors après, on peut dire tout ce qu'on veut. Est-ce que Norris est vraiment favorisé? Chacun se fera son propre avis, mais je pense que lui le pense vraiment et que ça l'affecte complètement. On parlait de déstabilisation, on n'a même pas mentionné la réponse en conférence de presse de Max Verstappen, à qui on demande est-ce que, d'après vous, McLaren favorise Norris par rapport à Piastri? Avec un grand sourire. Il a été magnifique dans sa réponse parce qu'il laisse quand même un petit peu de temps se passer. Est-ce que tu as vu l'attitude de Lewis Hamilton aussi? Tu sais, qui se dit je suis content, c'est pas à moi qu'on a posé la question. Et Max Verstappen répond oui. Il répond absolument. Oui, absolument. Voilà, oui. Ce que à peu près tout le monde pense dans le paddock. Est-ce que c'est vrai? C'est compliqué. J'ai aussi vu quelques questions sur le fait qu'éventuellement, on dégraderait la performance de la voiture de Oscar Piastri. Donc là on parle carrément de sabotage de la voiture de l'Australien. Franchement, je vais pas aller sur ce chemin-là. Ça serait vraiment des accusations qui seraient trop lourdes. Mais oui, c'est des choses qui circulent aussi en disant non, mais là, c'est pas possible. Il y a quelque chose. Tout ça fait que... Ça nous rappelle une autre époque de McLaren, bien plus lointaine. Et tout ça fait que Oscar Piastri ne se sent plus en possibilité, en tout cas à armes égales, et avec Lando Norris et avec évidemment Max Verstappen. Et on en revient un petit peu à ce qu'on avait évoqué plusieurs fois depuis le début de la saison, l'entourage d'Oscar Piastri. Mark Webber,
il avait un petit peu perdu ses moyens dans l'explication finale pour le titre qu'il abordait pourtant en position favorable avec Sébastien Vettel, favorable mathématiquement, mais oui, à l'époque de chez Red Bull, c'était plus intéressant d'avoir le plus jeune champion du monde de Formule 1 avec Sébastien Vettel que d'avoir un Australien qui manquait un petit peu de lustre. Alors, c'était moins flamboyant que Baby Choumi. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être Sauf que là, Red Bull avait assumé ce choix-là. Oui. Et que là, pour l'instant, on s'en défend. avait fini par la suite. Oui, a posteriori. Oui. Alors que là, on s'en défend corps et âme du côté de chez McLaren. Ça fait quand même beaucoup de pans sur le plan technique, sur la voiture. Il y a des choses qui sont plus tout à fait identiques. Il y a des messages qui ont été passés. L'entourage. Les progrès faits par Lando Norris, on en a parlé en début de saison de la friabilité mentale de Lando Norris. Clairement, il a quand même progressé dans ce domaine. J'ai envie de dire presque symétriquement à l'effritement de Oscar Piastri. Oui, puis on avait aussi parlé du langage corporel de Norris, de son attitude face aux médias. Là, c'est plutôt celle de Piastri qui pose question. On le voit un petit peu démoralisé, il a beaucoup de mal à mettre des mots sur les problèmes techniques qu'il rencontre et surtout à évoquer de potentielles solutions qu'il pourrait mettre en place pour résoudre ces problèmes-là. Donc oui, il y a de quoi être inquiet pour Oscar Piastri. Ouais, parce que l'avance est désormais, si je calcule, 14 points d'écart entre Oscar Piastri et Lando Norris. Ça veut dire clairement qu'au Mexique, Lando Norris peut repartir leader du championnat. Ça va changer la donne. On n'a pas parlé non plus, Jap, en quelques secondes, du poids d'être le leader du championnat. Ça fait des mois et des mois qu'il est leader du championnat. C'est lui qui a la cible dans le dos à chaque fois qu'il arrive dans le paddock. Ça aussi, ça doit saper un peu votre énergie. Oui, parce qu'on dit souvent qu'en Formule 1, il vaut mieux être le chasseur que le chassé. Même si lui dit le contraire, c'est l'une des phrases intéressantes qu'il a dites après ce Grand Prix-là, où il dit « je préfère quand même être dans ma position que dans celle de Norris ou de Verstappen ». Ce qui s'entend maintenant, oui, il y a une forme de pression à gérer, encore une fois, c'est la première fois qu'il se retrouve dans cette situation-là. C'est un duel qui est long quand même, qui dure depuis de longs mois, il y a quand même eu des moments assez haut en intensité, le Canada, l'Autriche. Si tu reprends dès le premier Grand Prix, l'Australie, c'était déjà incroyable. Donc oui, c'est à la fois compréhensible, mais c'est aussi une grosse limite pour quelqu'un qui veut devenir champion du monde. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous pensez de cette situation. C'est toujours intéressant aussi de voir la lecture que vous avez, parce que les gens qui nous regardent ont quand même une certaine connaissance Quand même. On n'est pas regardé par n'importe qui. De la discipline, donc c'est intéressant aussi d'avoir votre regard là-dessus. Là c'est clair que je pense que chez les bookmakers, la cote d'Oscar Piastri doit être un petit peu moins intéressante. Il va rester donc le Mexique, le Brésil, Las Vegas aussi, le Qatar et les Émirats arabes. Bon, il va falloir être solide. Sachant que la théorie que McLaren évoquait il y a quelques semaines en disant « vous inquiétez pas, là on est sur des circuits spéciaux, tout va rentrer dans l'ordre sur les prochains Grands Prix », elle tient de moins en moins debout. Bah oui, parce que c'est quoi les circuits normaux qui nous attendent? Le Mexique à 2000 mètres d'altitude, c'est pas normal. Peut-être le Qatar où il y a beaucoup d'appui, et encore. Le Brésil où il peut pleuvoir toutes les 32 secondes et faire 42 degrés dans la minute qui suit. C'est pas au Brésil que j'irais challenger Verstappen, moi, personnellement. Non. Donc bon, voilà, ça va être compliqué pour Oscar Piastri. Alors on a eu une sorte de mirage aussi ce week-end du côté d'Austin au Texas avec Ferrari qui a donc réalisé le deuxième dimanche le plus prolifique de sa saison derrière Monaco. Alors attention, on précise bien le deuxième dimanche parce que il y avait évidemment une course sprint samedi et qu'on a inscrit des points aussi importants pour la Scuderia samedi. Il n'y avait évidemment pas de course sprint à Monaco. On a marqué 27 points pour Ferrari ce dimanche. Et la question, je suis désolé, en disant qu'on parle de mirage, on a un peu déjà répondu. Est-ce que la Ferrari a véritablement repris la main à Austin ? Repris la main, non, parce que l'expression reprendre la main induit quand même une forme de maîtrise.
Et je ne pense pas qu'il y ait de la maîtrise dans ce que fait Ferrari. On est fin octobre, on sera bientôt début novembre, et Ferrari n'a toujours pas compris sa monoplace et ne la comprendra certainement jamais, puisque en 2026, on va passer à complètement autre chose. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Ferrari doit être écarté de cette deuxième place du classement constructeur? Je dirais non, puisque Mercedes n'est pas beaucoup plus rassurante sur ce plan-là. Il y a aussi beaucoup d'irrégularités dans la performance. Et Red Bull, qui n'est pas très loin derrière, n'a qu'un pilote, même si Tsunoda, ça va un peu mieux. On voit justement le classement Jap. Alors évidemment, McLaren au classement des constructeurs intouchable. Mercedes 341 points, Ferrari 334 désormais et Red Bull 331. Pourquoi on dit que la Scuderia n'a pas encore repris la main? Parce que pour reprendre la main, il faudrait déjà être deuxième. Là, à ce moment-là, tu prends la main. Bon, ils sont toujours troisième du championnat. Et vous avez vu la dynamique aussi. Red Bull a inscrit 137 points depuis la reprise du championnat cet été. McLaren 119, Mercedes 105 et Ferrari 54. Ouais. Tu parlais de ping-pong, c'est démentiel. Ping-pong avec Mercedes. Je ne parle pas des frères Lebrun, champion d'Europe magnifique le week-end dernier. Mercedes a scoré plus que Ferrari en Hongrie. Ça a été l'inverse à Monza, puis de nouveau l'inverse à Bakou et à Singapour, et donc nouveau renversement au Texas. On n'y comprend plus rien. En fait, et je te rejoins là-dessus, on a le sentiment que Mercedes et Ferrari posent la voiture sur le circuit le vendredi sans avoir aucune idée de ce qui va se passer. Et on découvre, mais il n'y a plus le travail au simulateur, on peut s'attendre à telle performance. Ils sont perdus total. Et d'ailleurs, on l'a très bien vu ce week-end à Austin, puisqu'il y a une seule séance d'essai libre où Ferrari est plutôt satisfaite, même si ça ne se voit pas forcément dans les chronos, mais ce n'est pas très significatif. Il y a ensuite une qualif sprint qui n'est pas bonne du tout. Il y a un sprint qui est, je ne vais pas dire miraculeux, mais disons que s'il ne se passe pas ce qui se passe au premier virage, Ferrari serait beaucoup plus loin. Et puis, il y a la qualification classique, où là, ça se passe beaucoup mieux. Et il y a un dimanche qui est vraiment très très bon en termes de rythme, même si Hamilton a eu quelques petits soucis dans les derniers tours, mais Leclerc fait une course assez exceptionnelle, à la fois en termes de rythme, aussi en termes de défense. Et Hamilton fait plutôt une course consistante. Moi, je pense que le vrai point fort pour Ferrari, c'est justement l'homogénéité de son duo de pilotes. Parce que on a revu Red Bull, c'est 137 points, mais je pense que c'est 134 ou quelque chose comme ça pour Verstappen. En tout cas, il y a une part de responsabilité de Verstappen. Tsunoda a marqué 16 points sur les 5 derniers Grands Prix. J'ai été un petit peu trop, mais en tout cas, il y a une part de responsabilité. Ça fait 121 à 16. Chez Mercedes, c'est un petit peu le cas. Mercedes est capable d'avoir des hauts beaucoup plus hauts que Ferrari, mais c'est souvent Russell qui les porte. Voilà, je pense que le vrai point fort de Ferrari pour la fin de saison, c'est d'avoir un duo homogène qui est capable de prendre de gros points à deux. Même si on a vu une bagarre, moi qui m'a fait frémir, entre Leclerc et Hamilton, on se dit mais pourquoi ils font ça? Ouais, alors je pense qu'à la fin il n'y a pas beaucoup d'incidence, mais effectivement sur la réflexion globale, c'est pas très intelligent d'avoir fait ça, je pense. Alors qu'il y a d'autres équipes qui se donnent des consignes pour les 17e places. Enfin là, il y a un moment. Rendez-vous compte, chez McLaren, l'écurie championne du monde, on ne donne pas de consignes, mais par contre chez Alpine, pour la 17e place, on passe des consignes. On aurait pu en parler, bon, c'est dit, allez. Non, mais tout ça pour dire que si Ferrari a un petit avantage, c'est ça, mais c'est 55-45%, quoi, c'est pas 70-30. Non. Donc c'est un petit peu compliqué. On a vu aussi Fred Vasseur parler de l'impact psychologique de plus avoir d'évolution de la voiture sur 17 Grands Prix. Est-ce que c'est une petite astuce pour botter en touche de la part du patron français? Alors, il y a peut-être un impact psychologique. On sent que de temps en temps, Charles Leclerc et Lewis Hamilton, ils sont quand même un petit peu atteints, un petit peu fatigués. Oui, si l'argument est recevable, c'est pour ça. Parce qu'effectivement, il y a deux pilotes qui sont quand même sensibles aux dynamiques, aux tendances, et qui savent les verbaliser. Pardon. Et oui, effectivement, on a vu Hamilton parfois 6 pieds sous terre, Leclerc aussi. Et ça commence à créer des tensions au sein de la Scuderia. Il y a des responsables techniques qui commencent à dire que ça commence à bien aller, les critiques sur la voiture. Tu sens que ça se tend. Donc c'est dans ce sens-là que je pense que Fred Vasseur est légitime de dire qu'il y a un vrai impact psychologique à ne plus avoir d'évolution. On s'est tourné très très vite, très très tôt, très très fort vers le règlement technique 2026 chez Ferrari. Le problème, c'est qu'il risque d'y avoir aussi un impact mathématique. Et
il risque d'être très très fort parce que je reprends le classement qu'on vous montrait tout à l'heure. Mercedes 341 points, Ferrari 7 points de retard, 334. Red Bull est à 3 points. Et Red Bull a donc inscrit 137 points depuis la reprise. C'est-à-dire que depuis le début de la saison, Mercedes et Ferrari se disputent la deuxième place. Ils vont se faire dépasser, déposer, survoler par Red Bull qui va aller prendre la deuxième place. Et ils vont se battre avec Mercedes pour éventuellement sauver la place sur le podium des classements constructeurs. Et moi, je pense qu'ils n'y seront pas. Là, psychologiquement aussi, ça va être catastrophique. Et financièrement. Oui, financièrement aussi. Financièrement, ça aura un impact assez important. Et pour revenir sur cette fameuse déclaration de Fred Vasseur, si effectivement Ferrari a abandonné tout espoir, tout progrès technique depuis 17 Grands Prix, ils ont intérêt à être très forts en 2026. Ouais, exact. Alors, ils ont intérêt à être très forts en 2026. Et pendant ce temps-là, on a Helmut Marko. On en revient encore. C'est un peu le fil rouge des fous du volant aujourd'hui. Helmut Marko qui lâche comme ça en interview. Oh, on a peut-être une autre évolution qui va arriver d'ici la fin de la saison. Et en sachant que, alors ça peut être que du bluff, mais Mekies a dit quelque chose de très intéressant, c'est que Red Bull n'a jamais mis de côté cette deuxième partie de saison parce qu'ils veulent vérifier si les process que le Français a mis en place depuis qu'il est arrivé chez Red Bull fonctionnent, parce que c'est important pour 2026. La technique, c'est important, mais aussi de voir comment fonctionne une écurie dans la communication, dans la gestion, dans les retours des uns et des autres. La corrélation entre ce qu'on fait en R&D, en développement sur les ordinateurs, et quand on pose la pièce sur la voiture, quel pourcentage de véracité donnent les simulations par rapport à ce qui est vraiment sur la piste. Et je trouve ça très très intéressant, et je pense que c'est vraiment là-dessus que Laurent Mekies apporte quelque chose que n'avait peut-être pas Christian Horner. Christian Horner a été un patron incroyable, mais Laurent Mekies, c'est un technicien. Et je pense que là-dessus, et c'est très différent de ce que font toutes les autres équipes qui soit travaillaient encore sur la voiture 2025, soit se sont tournés vers la voiture 2026. Et chez Red Bull, on a eu vraiment cette idée, en fait, de travailler sur la voiture 2026 en faisant évoluer la voiture 2025. Il y aura certes moins de moyens, en tout cas dans l'immédiat pour 2026, mais il y aura quand même une expérience de 2025 sur tout le processus. Ce que n'aura peut-être pas Ferrari. Enfin, c'est vraiment deux façons d'aborder ce virage 2025-2026 très, 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 très différentes. Ça rend le début de saison, et notamment les premiers essais qui auront lieu, mais absolument cruciaux. Enfin, oui, c'est clair. Au soir de la première séance d'essai, je crois que c'est au mois de février, là, mais ça va phosphorer absolument de partout. Est-ce que Ferrari sera dans le bon camp ou pas ? On va voir. Mais là aussi, il va y avoir des postes qui vont se jouer dès ces premiers jours-là. Je pense que c'est capital pour Frédéric Vasseur. Ouais. Il a été conforté tout le week-end à la fois par les pilotes, aussi par John Elkann, parce qu'il y avait les rumeurs concernant une arrivée de Christian Horner chez Ferrari. Il a été conforté. En revanche, si 2026 ne commence pas bien, si les premiers mois, premières semaines de 2026 ne se passent pas bien pour Ferrari, je pense que ça sera très compliqué pour Tu Frédéric. peux compter sur nos confrères italiens pour effectivement appuyer là où ça fait mal. Je ne suis pas convaincu que les Italiens seraient ravis de voir débarquer un Britannique à la tête de... Oui, et puis je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure idée. La meilleure solution, on verra. Bref, donc, mirage ou pas mirage ? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire non, pas de mirage, parce qu'il y a un duo fort, contrairement aux autres. Moi, je dis un peu quand même. On fera les comptes à la fin de la saison. Exactement. On va se tourner rapidement vers la prochaine étape. Et ça arrive là. C'est déjà là, Grand Prix du Mexique. Avec là aussi, mine de rien, un enjeu très très particulier. Alors évidemment, au Mexique, circuit à 2000 mètres d'altitude, ça veut dire que moins d'oxygène dans l'air, donc les moteurs fonctionnent un petit peu moins bien. Une densité de l'air moins élevée, ça veut dire que les ailerons sont moins efficaces. Ça veut dire que ça dégrade plus les pneumatiques. Et il y a cette séance d'essai libre 1 où on va avoir beaucoup de jeunes pilotes qui vont venir prendre possession des autos. Je pense notamment à Arvin Lindblad, à qui on va confier la voiture de Max Verstappen. Je ne sais pas combien de tours on va lui faire. Je ne sais pas ce qu'on va lui dire avant de monter dans la voiture. Mais alors là, psychologiquement, il faut trouver les mots.
C'est une bonne manière de le tester. Ils veulent le tester pour la saison prochaine. Ah ouais. Il est dans un bon contexte. Bah là, c'est le test ultime. Hein. Tu lui dis, bah écoute, mon pote, si t'emplâtres la voiture, là, on va te lâcher Max Verstappen aux trousses. Enfin, ça va être assez terrible. Et il y a une autre question, c'est qu'on sait que Pat Howard va rouler dans la McLaren. Oui, mais laquelle? Eh ben, on ne sait pas encore. McLaren n'a pas acté encore pour le moment. Alors, ça sera peut-être fait dans les prochaines heures, mais ça peut être soit Norris, soit Piastri. Mais t'imagines l'importance de la décision de dire soit Lando Norris, soit Oscar Piastri en ce moment. Ouais. Bah non, tu fais pas la FP1. Waouh. Eh oui, il fallait y réfléchir plus tôt. C'est là que ça va vraiment être intéressant. Donc là, clairement, dès vendredi, je vous donne les horaires, dès vendredi 20h30, il faut absolument être au contact de ce qui se passe sur le circuit de Mexico, savoir qui a été privé de volant chez McLaren. Évidemment, si c'est Oscar Piastri, on dira « Ah bah, vous voyez qu'il est défavorisé !» Donc, première séance d'essai libre, vendredi à 20h30. La deuxième séance, c'est samedi matin à minuit. Voilà, ou vendredi soir à 24h, comme vous voulez. Troisième séance d'essai libre, samedi à 19h30. La qualif à 23h samedi soir. Et le Grand Prix, lui, sera dimanche soir à 21h. On attaque les 5 derniers Grands Prix de la saison. Les 3 premiers du championnat se traînent. Certains se traînent, mais en tout cas, eux, ils se tiennent en 40 points. Franchement, c'est quand même fabuleux. Oui, c'est fabuleux parce que, on l'a quand même suffisamment dit, y compris dans cette émission, ce duel McLaren, il manquait un petit peu de sel, il manquait un petit peu d'intensité. Et là, d'avoir un troisième homme qui plus est, Max Verstappen, ça rend les choses beaucoup, beaucoup plus intéressantes. Ouais, donc sportivement, c'est intéressant. Après, chacun supporte qui il veut, mais sportivement, d'un point de vue sportif, c'est intéressant. Bon, c'est George Russell qui s'ennuie en ce moment. Il dit en Formule 1, c'est une course jusqu'au premier virage. C'est marrant, il n'a pas dit ça à Singapour. On a régulièrement des pilotes qui, de temps en temps, sont un petit peu agacés. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine après ce Grand Prix du Mexique pour parler justement de ce rendez-vous haut en altitude. J'espère haut en suspense et en rebondissement. On va remercier Quentin Guichard pour les graphes et Simon Farvac pour la technique aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est Stéphane ou c'est toi de nouveau, Jap? Stéphane is back. Ok, Stéphane is back. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve après le Grand Prix du Mexique et d'ici là, on coupe le contact.